Alors oui, bien sûr, Chinon, c'est le vin, la Vienne, la forteresse royale et puis, c'est bien sûr Rabelais. Je vous emmène sur les traces de cet épicurien légendaire entre vigne, philosophie et art contemporain. Bâti sur les coteaux de la Vienne, Chinon séduit par sa vieille ville et cet entrelac de petites rues qui mènent en contrebas à de délicieuses petites places où il fait bon profiter du climat. À 2 pas, au bord de la Vienne, l'enfant du pays François Rabelais veille sur sa ville. Les vignes sont partout. On prend les petites routes de campagne vers Cravant-les-Coteaux où j'ai rendez-vous avec Clotilde Pin, une vigneronne bien dans son métier. Est-ce que ça laisse des traces d'être fille de vigneron ? Oui, forcément, parce que ça marque une grande partie de l'enfance et ça laisse des odeurs, ça laisse des moments, des souvenirs. C'est le contact avec la nature quand on est dans la vigne et puis le côté aider à pouvoir construire quelque chose, à faire quelque chose de ses mains, puisqu'à l'époque, voilà, ils mettaient du vin en bouteille, on l'étiquetait et on est toujours content à cet âge-là de pouvoir fabriquer quelque chose. C'est une histoire de longue date, le vin dans la famille Pin ? Alors ça remonte à mon grand-père qui faisait déjà du vin, c'était la polyculture, donc il y avait forcément les terres, les vaches, la vigne. Et après mon père s'est installé en 82. Et il n'a eu que des filles hein ? Oui, tout à fait, ouais, 2 filles. Dès le départ, il m'a impliquée dans son entreprise et il a toujours fait des projets. Donc les projets, on ne les fait pas pour que ça s'arrête un jour, on les fait pour que ça continue. Et quand j'ai intégré l'exploitation en 2003, j'ai eu ma place à part entière dans son œuvre en fait. C'est venu comme ça, mais j'ai toujours eu cette idée dans la tête et tous mes stages en études ou autres ont toujours été faits en rapport avec le vin, même si j'ai tenté de m'en éloigner, finalement, je crois qu'on y est attaché à vie, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans ce que vous faites Dans ce que je fais, tout, je dirais, tout me plaît et c'est surtout un métier où on peut vraiment s'exprimer. Je le fais avec plaisir, avec passion, ça permet de créer, ça permet... On peut vraiment faire plusieurs métiers en un seul. On touche à la terre, on touche au vin, on touche au marketing, on touche à l'export. C'est un métier très complet. Est-ce que vous venez un peu voir l'avancée des vignes ? Alors oui, bien évidemment. Après, c'est pas moi qui fais intégralement tous les travaux de la vigne. Avec vos petits bras musclés. Voilà, tout à fait. Et par choix également, pour le moment, j'ai préféré me concentrer sur l'approche, la vinification et toute ma démarche commerciale. Et là, il y a la Vienne qui coule juste au pied de vos terres. Oui, tout à fait. Ouais, c'est important parce que la Vienne, elle traverse quand même toute l'appellation. Donc c'est un élément de la nature qui met de l'action, je dirais. Par moments, elle est basse et par moments, elle est très haute. Ça coupe les routes, on ne peut plus accéder aux parcelles. Enfin voilà, c'est un élément important. Et puis là, elle est bien large. C'est un métier qui voit de plus en plus de femmes. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de différence, tout simplement. Même si j'ai fait le choix d'exprimer mon côté femme à travers mes vins, mais ça pose pas de problème, je dirais, après, surtout à l'époque d'aujourd'hui. Comment vous l'exprimez, votre féminité, à travers votre vin ? Alors déjà, dans le vin lui-même, j'ai choisi d'être un peu plus sur l'expression du fruit et de la rondeur, de la subtilité. Et à travers l'habillage et l'étiquetage, parce que pour moi, c'est important, quand on prend autant de temps et d'attention à faire un vin, c'est un peu dommage de ne pas l'habiller et ça reflète quand même ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Alors comment vous les appelez, vos vins ? Eh bien, j'ai ma petite robe rose et ma petite robe rouge qui font référence à la couleur du vin, à la robe du vin. Il y a le côté élégant. Et puis secret d'alcôve parce que c'est le vin élevé en barrique et il y a une partie secrète. Et ma première cuvée lors de mon installation en 2012, c'était sans dessus, sans dessous.
où là, c'était vraiment pour poser tout de suite, m'affirmer, et j'ai habillé la bouteille comme ça avec une jarretière. Dès que je parle de mon vin, que ce soit dans une foire, un salon ou auprès de professionnels, je viens toujours à parler de Rabelais, de ses œuvres, de Pantagruel, de Gargantua, et voilà, parce que les vins de Chinon, ce sont aussi des vins chaleureux, des vins conviviaux, et c'est ce qu'on retrouvait à travers les écrits de Rabelais. Et la vie de votre père? Eh bien, je dirais qu'il regarde, il observe, et il boit mes vins, donc ça va. On reste dans ce joli coin et on découvre le terroir avec le pionnier de l'œnotourisme au Chinonnais, Jean-Max Manceau. Un vigneron qui organise des balades en calèche, des randonnées dans le vignoble avec croisière sur la Vienne et forcément une dégustation en cave. Allez, allez Tino, allez Titoff, allez. Eh bien Lolo. 4 ans qu'il a pris les rênes de l'œnotourisme au pays de Rabelais, à Chinon. Avec ses escapades gourmandes entre rivière et vignoble, Jean-Max Manceau, qui se dit vigneron paysan, joue le terroir par excellence, dans la sérénité. En fait, c'est un des moyens pour faire découvrir la vigne d'une autre façon. Et les gens prennent le temps de voir les paysages, d'observer les choses. Et beaucoup disent on a l'impression que le temps s'arrête enfin un petit peu, et ça nous fait vraiment du bien. Trousser les manches de pantalon. Les exercices de coude, ce sera pour plus tard. D'abord, des jeux de jambes. Et les mollets ne doivent pas mollir. 1 heure par monts et par vignes dans un tableau grandeur nature. Ouais, vous avez les bourgeons qui commencent à éclore. Voilà, c'est parti. Côté droit, vous êtes au pays des troglodytes. Dernier coup de jarret avant de voir travailler ceux des percherons de Jean-Max. Fin prêt pour la relève. À bride abattue, cap sur la rivière. Allez, allez, on allonge. Car avant le vin d'ici, bienvenue dans l'au-delà. Voilà les amis, on est sur la gabarre de Julien, batelier sur la Vienne. On descend vers le confluent. Après une bonne marche, petit réconfort, magnifique paysage, la forteresse, différents petits châteaux, des coupes géologiques, et puis on va apercevoir des paysages de vignes. Le bonheur. On vient juste de passer devant la statue Rabelais. Rabelais, c'est la star des vignerons. On vous parlera plus de Rabelais ici que de Jeanne d'Arc. Il a vraiment marqué les temps et continue à marquer notre état d'esprit. On allonge. On y va, Tino. Mon père avait un beau percheron qui s'appelait Negro. Et quand la mécanisation est arrivée, il a toujours gardé son cheval jusqu'à la fin. Et quand je me prenais une petite remontrance, j'allais me consoler auprès de mon cheval. Allez, c'est la dernière côte, on y va. Allez, on allonge. Allez, allez Lolo. Dernière côte. Avant la descente de cave évidemment, autour d'un grand toquet du cru, Christophe Duguin. On commencera par les rayons de Touraine, le foie gras à la poire tapée, une terrine de poisson sauvage de Loire au safran de Touraine, le Saint-de-Mort de Touraine également, et pour finir, le nougat de Tours. À son pour lécher les badigouins, aurait dit Rabelais. Des badigouins forcément arrosés des cuvées de Jean-Max. Ça, c'est le geste préféré du vigneron. Écoutez. Pas mal. Le vin, c'est avant tout du plaisir. C'est une façon de s'évader et de voyager. Donc c'est vraiment une leçon de vie extraordinaire entre la géographie, l'histoire, la science et la gastronomie, évidemment. Du Chinon rosé, mais surtout du rouge. Chinon serait d'ailleurs la seule sous-préfecture de France sans le moindre feu tricolore. Ici, le rouge ne coule que dans les verres. Retour en ville avec Cindy Daguenet, commissaire à Chinon de l'exposition Daniel Spoeri. Elle aime Chinon et l'art contemporain.
Spueri utilise le banal pour les transformer en œuvres d'art, source de questionnement sur la société. Sa dernière expo personnelle date de 1990 à Beaubourg. C'est donc un événement pour Chinon et presque une évidence pour cette terre rabelaisienne. Le projet initial était de travailler autour d'une exposition autour de l'alimentation à Chinon. C'est vrai qu'on est en pleine Rabelaisie, le bien vivre, le bon manger, c'est quelque chose qu'on retrouve sur ce territoire d'une manière omniprésente. Donc il fallait trouver un angle d'approche autour de cette thématique pour essayer de proposer quelque chose d'un peu nouveau au public. L'exposition a donc fait la part belle à l'œuvre de Daniel Spueri, à son mouvement qui est le Eat Art, donc littéralement de l'art qui se mange. Donc un mouvement où des artistes ont conçu des œuvres d'art que les gens pouvaient manger. Selon vous, qu'est-ce qui a séduit Spueri au point de collaborer à 300% à votre projet ? Je pense ce qui est intéressant pour lui, ça a été de travailler avec la jeune génération, d'être sur les terres de Rabelais, d'être en Rabelaisie. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aussi à l'histoire. Et le fait du château, de Charles VII, de Jeanne d'Arc venant à Chinon, de la Vienne, d'être près de la Confluence. Et c'est vrai que c'est quelque chose de magique. Toute l'histoire de l'art est traversée par la thématique de l'alimentation. Et finalement, redresser une table à la verticale et la présenter vraiment comme une nature morte et figée telle que les gens l'ont laissée à la fin de leur repas, c'est finalement donner à voir une réalité quotidienne. À Chinon, Rabelais oblige, tout finit et tout commence par un banquet. Spueri a donc imaginé un insolite banquet palindrome. L'artiste a brouillé les codes avec, par exemple, un café pour commencer. Le café, un bouillon de champignons. La crème, une mousse de réfort. Le cigare, du pain. Quand Spueri s'attable chez Gargantua, dans le ventre de la terre, cela donne forcément un banquet sans dessus-dessous où l'on commence par les desserts pour finir par les entrées. Un festin finalisé cet après-midi. Ce qui est le plus étonnant, on croit manger un gâteau et en vérité c'est du poisson, c'est le plus grand décalage. Voilà, c'est ça. Du Spueri d'appellation contrôlée, mise en scène par un autre artiste, Bernard Tardivon, traiteur pour la bonne bouche. Bienvenue dans les mythiques caves peintes chères à Rabelais. 200 convives pour un drôle de dîner en trompe-l'œil où la glace a un goût de pomme de terre. Alors, on va mettre le glacis de viande qui remplace le caramel. Voilà, la purée de patates douces, la purée de vitelotte et la rose bonbon. Voilà, la chantilly, les perles de praliné, la chips et le décor avec le vermicelle. C'est très original puisque c'est la première fois que je goûte une glace chaude et l'aspect nous ramène évidemment à la sensation de la glace, mais alors le goût nous emmène voyager carrément ailleurs et c'est vraiment stupéfiant. J'ai essayé la première bouchée de fermer les yeux pour essayer de me déconnecter de la couleur, mais ça transporte. Après la glace, le gigot, travesti ce soir en poule rôtie. On pose bien la pâte sur la paille. Poule rôtie, je ne la vois pas. Je l'ai vue tout à l'heure passer, et maintenant je ne la vois plus. Un petit goût très particulier de gigot, parce qu'elle devait gigoter. Place ensuite au poisson, en fait un massepain farci au chocolat. Et pour les spaghettis sauce tomate, ils seront à la crème de marron et au coulis de framboise pour le parmesan râpé du chocolat blanc. Se nourrir d'illusions pour se rendre compte qu'on mange aussi avec les yeux. De quoi y perdre son latin jusqu'à l'hostie finale d'un banquet pas très catholique.
La symbolique, moi, que je retiendrai, c'est l'état d'esprit de Rabelais, c'est-à-dire ne surtout pas se prendre au sérieux. Et c'est ça que propose Spoeri avec son repas, en disant on déstructure, on le fait, allez, on le fait à l'envers. Et vous avez même remarqué que même les couverts étaient à l'envers, c'est-à-dire qu'il fallait prendre les couverts du dessert avec le dessert, même si ça n'était pas le dessert. Enfin, voilà, on ne se prend pas au sérieux et tout ce qui compte, c'est la convivialité, le goût. Le repas, l'alimentation est au cœur des préoccupations de Spoeri. Cindy m'emmène au musée du Carrois dans la vieille ville où l'œuvre de l'artiste s'expose encore et de la plus originale des manières. Au musée, il y a d'autres performances toujours autour du rapport qu'on peut avoir à la nourriture aujourd'hui, hier. Oui, exactement. Et notamment le déjeuner sous l'herbe de Daniel Spoeri, qui est une performance qu'il a réalisée en 1983 à Jouy-en-Josas, dans la région parisienne. Il a convié 120 personnes à venir déjeuner sur l'herbe dans cette fondation, et ils ont mangé face à une tranchée de 40 mètres. Et à la fin de ce repas, donc toutes les tables ont été enfouies dans la tranchée. Telles qu'elles étaient. Voilà, prises telles quelles. Et cette tranchée a été recouverte de 3 mètres de terre. Dans l'idée, effectivement, que des fouilles archéologiques très sérieuses soient menées dans le futur autour de cette performance artistique. En 2010, l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, envoie des archéologues à Jouy-en-Josas. Donc là, vous avez 1 mètre de la tranchée et vous avez en fait les objets, la table, telle qu'elle est apparue aux archéologues. Et donc dans la salle juste à côté du musée, nous avons donc les objets issus de cette fouille. Dans la salle archéologique, avec les objets de la vie quotidienne des Gallo-Romains, de l'époque gallo-romaine. Voilà. C'est une forme de mise en perspective en fait du quotidien à l'époque gallo-romaine au quotidien en l'an 80. Exactement, avec des objets donc, qui sont présentés. Donc là, vous voyez, vous avez un tire-bouchon juste à côté d'une jade passoire qui servait à filtrer le vin, donc qui date de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc on a voulu mettre en perspective voilà, des objets de notre quotidien de ces 30-40 dernières années, à côté d'objets de la période préhistorique. Allez, nous on fouille du côté de François Rabelais. Si sa date de naissance précise reste imprécise, une chose est sûre, il a grandi à Seuilly dans une maison du nom de la Devinière. Un lieu qui sera ensuite pour lui une grande source d'inspiration et qui est aujourd'hui pour nous l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce grand humaniste. La Devinière tient une place véritablement à part dans la vie de Rabelais. Cette maison porte, je dirais, une symbolique forte puisqu'il va en faire la maison de Gargantua. C'est la maison dans laquelle il fait naître son géant le plus célèbre. C'est la maison qui sera celle de Grand Gousier. C'est la maison qui va être le cœur du roman Gargantua. La Devinière, c'est en fait la maison d'enfance de François Rabelais. Est-il lui aussi né dans cette chambre, comme ses frères et sœurs, ou dans un champ sur la route de Chinon, comme son géant Gargantua? L'histoire reste floue. Mais Rabelais passe bien sa jeunesse ici et quitte le pays vers 1510 pour accomplir son périple des connaissances. Plus que la maison, c'est tout le paysage alentour qui l'inspire, 20 ans plus tard, quand il écrit son célèbre Gargantua. Vous allez avoir le château du Coudray-Montpensier, qui est un château important qui existe déjà à l'époque de Rabelais et qui est l'une des récompenses que Gargantua va donner à l'un de ses lieutenants gymnastes à la fin de la guerre picrocolline. Vous avez un peu plus loin l'abbaye de Seuilly, l'abbaye de Frère Jean des Entomeurs, qui est le moine batailleur et le binôme de Gargantua pour la reconquête de son royaume. Et puis vous avez également la vigne qui est un lieu symbolique dans le roman, puisque c'est de là que part la bagarre entre les Foissiers de Lernay et les bergers de Grand Gousier. De cette bagarre naîtra la fameuse guerre picrocolline.
La devinière nous en apprend donc un peu plus sur ce François Rabelais trop souvent dépeint comme un moine ripailleur. Ces jardins de plantes médicinales, par exemple, ne sont pas là par hasard et nous rappellent que l'écrivain était aussi un grand médecin, féru de botanique. La médecine s'était fondée en grosse partie sur la botanique. De son enfance à la Devinière, donc ici, il a couru avec les paysans du coin, donc il a appris les plantes, il savait un peu ce que c'était. Il cite beaucoup de plantes, il en cite plus d'une centaine au total. Mais la majorité, c'est dans le 3e livre. Chacune de ses œuvres utilise la médecine botanique. Il imagine même le pentagruélion, un savant mélange de lin et de chanvre aux multiples propriétés. Allégorie probable du progrès humain et de sa foi en la science. C'est une sorte de super plante. Et je dirais que c'est un peu l'espérance des hommes de la Renaissance, quoi, d'une certaine façon. Leur croyance en la technique. Hein. Il était un peu précurseur avant l'heure, quoi. Diplômé de médecine en 1537, François Rabelais se passionne notamment pour l'anatomie et défie l'Église en pratiquant des autopsies. Ses connaissances se retrouvent dans de nombreux traités scientifiques, mais également dans ses romans. Rabelais est un grand savant. Alors, nous avons coutume de dire qu'il est médecin avant d'être écrivain. C'est un auteur qui va se servir de tous ses savoirs, de toutes ses connaissances, et particulièrement de la science médicale, pour l'écriture de ses romans. Il va dédier ses ouvrages, que ce soit le Pantagruel en 1532 ou le Gargantua en 1534, à ces vérolés et goutteux très précieux, c'est-à-dire à ces malades dont il a la charge à Lyon. Et derrière cette intention, derrière ces chroniques, il pose la gélothérapie, donc la thérapie par le rire. Il s'agit de rire pour chasser la mélancolie qui est proche de la mort et pour obtenir la guérison. Et je dirais que Rabelais réussit grandement puisque ses chroniques sont savoureuses et essentiellement truculentes et à rire. Rire et boire pour être en bonne santé. La devinière s'approprie largement la philosophie rabelaisienne. Elle a même fait planter l'année dernière sa propre vigne. Après avoir été consultante en création contemporaine, Mathilde Dutour, sensibilisée à la personnalité de Rabelais et au vin du Chinonnais, imagine un festival dont la première édition se déroulera au début de l'hiver 2015. Quel est le lien que vous avez avec Chinon ? Alors, le lien, c'est un lien d'amour, on peut dire ça comme ça, puisque j'ai épousé quelqu'un qui fait du vin ici. Votre prochain bébé ou prochain gros projet, je crois, c'est un festival, hein ? Oui, c'est un festival qui est né d'une envie de creuser le sujet de Rabelais et aussi d'un désir conjoint avec le syndicat des vins qui avait aussi l'intention de creuser ce sujet de Rabelais en fait. Et puis avec la ville de Chinon, qui est aussi un partenaire. Mais il y a vraiment une envie assez générale de gens ici d'entendre parler de Rabelais un peu différemment. On va goûter des textes de Rabelais, puisqu'on va avoir des lectures apéritives. Donc l'idée, c'est de lire un petit peu de Rabelais, de faire lire Rabelais à quelqu'un qui puisse ensuite nous le commenter, et puis en même temps de déguster des vins de Chinon. Il y aura aussi des conférences qui donc seront menées par des spécialistes du Centre d'études sur la Renaissance. Voilà. Et puis il y a un thème qui est donné, et donc là cette année c'est le thème de la nourriture. Donc on va faire venir quelqu'un de l'Institut d'histoire européenne de l'alimentation, aussi, qui va nous parler de la nourriture au temps de Rabelais. Il y aura un repas organisé au Cave Punct, où on va essayer de goûter des saveurs de la Renaissance. L'idée, c'est d'essayer de voir Rabelais sous différents angles, donc avec des vraiment spécialistes, des gens peut-être un peu moins spécialistes, mais qui l'aiment pour différentes raisons, voilà, et de pouvoir avoir différents visages aussi de Rabelais, et puis de toute façon de mieux le connaître.
C'est quand même pas mal quelquefois de quitter un peu les bords de Loire pour ces petites incursions ailleurs, comme aujourd'hui cette balade en Rablaisie. On se quitte pour se retrouver très bientôt, sans doute pas très loin des bords de Loire, et on s'en va sur cette très belle vue sur Vienne. À très bientôt, avec plaisir. Voilà ce que j'ai dans l'image, alors forcément ça aide pas à se concentrer, hein.